Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle sélection thématique de l'impossible. Aujourd'hui, on va se pencher sur 10 tableaux, classiques ou non, qui renferment une histoire sombre. Alors j'essaie de vous choisir des tableaux qui ne livrent pas directement leurs secrets, mais dont il faut connaître soit le contexte historique, soit la biographie de l'auteur pour en goûter toute la portée symbolique. Alors je vous invite à me suivre dans ce musée virtuel de l'étrange. Alors pour ce premier tableau, on va avoir un problème, c'est que j'adore la figure mythologique du Minotaure, que j'adore le peintre qui a fait ce tableau, mais que je ne suis pas fan de ce qu'il incarne. Explication. Cette magnifique toile fut peinte par George Frederick Watts en 1885. Elle représente la figure iconique du Minotaure. La mythologie grecque raconte que chaque année, 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes étaient envoyés en sacrifice à l'homme à tête de taureau. Le bateau qui emmenait les malheureux partait d'Athènes et finissait sa funeste traversée sur l'île de Crète. Dans ce tableau, le Minotaure est sur un parapet qui surplombe son labyrinthe et il guette hébété le nouvel arrivage de sacrifiés. Le tableau est frappant en lui-même par le point de vue qu'il offre et par la maîtrise de Watts. Mais cette œuvre fut réalisée en une nuit par l'artiste après la lecture d'une tribune parue la veille dans le Pall Mall Gazette intitulée « Le sacrifice des vierges de la Babylone moderne ». Cet article évoque le scandale de la prostitution infantile dans les bas-fonds de la ville de Londres. Dans son enquête, le journaliste William Stead parle des notables qui exploitent l'innocence et la misère de la jeunesse londonienne. À leur propos, il aura ces phrases effrayantes. L'appétit du Minotaure de Londres est insatiable. Si les filles du peuple doivent être servies comme des friandises offertes à la passion des riches, laissez-les au moins atteindre un âge où elles peuvent comprendre la nature du sacrifice qu'elles sont invitées à faire. En jeu, la limite d'âge de consentement sexuel des adolescents anglais, qui cette année-là passera de 13 ans à 16 ans. Habitué à faire passer des messages moraux dans sa peinture, Watts va représenter son Minotaure affamé et sexué, en référence à cet article. Dans le poing du monstre, un oiseau écrasé symbolise l'innocence et la pureté de la jeunesse, étouffée par la bestialité et la luxure. Watts expliquera plus tard que son but avec cette peinture avait été de tenir le bestial et le brutal jusqu'à l'exécration. Mission accomplie, George Frederick. En mixant un problème de société aussi grave que ça avec une figure mythologique aussi puissante, il confère à son propos une dimension inégalée. On va maintenant parler d'une toile pas très connue, d'un peintre très connu, j'ai nommé Edvard Munch. Munch fut un peintre et graveur expressionniste norvégien. Il fut un précurseur mais aussi un personnage tourmenté, souvent en proie à des crises nerveuses et des accès de dépression. C'est à Munch que l'on doit le célébrissime tableau « Le Cri », qui montre un individu criant son angoisse existentielle à un spectateur peu habitué à une telle représentation si directe et dérangeante. Mais c'est un autre tableau du maître qui va retenir notre attention. Le Meurtrier est un tableau de 1910 peint par Munch alors qu'il s'intéresse à l'époque à l'archétype du monstre. Et c'est un fait divers sanglant qui va marquer très fortement les esprits norvégiens que va retenir l'artiste pour représenter la terreur et la monstruosité. Christopher Nielsen Svartbækken fut un criminel qui assassina à coups de hache un jeune de 19 ans alors qu'il rentrait chez lui sur une route de campagne. Cet acte atroce couronne une vie de méfait pour Svartbækken qui aura passé 41 années de sa vie en prison. Condamné à mort pour le meurtre du jeune homme, le criminel sera décapité à la hache sur le lieu même de son crime devant 2500 témoins. Il confessa son meurtre quelques minutes avant sa mort. Comme le voulait la tradition norvégienne, son cercueil n'eut pas l'honneur de passer sous le porche du cimetière, mais fut hissé au-dessus d'un des murs d'enceinte et enterré à l'écart des autres tombes. Le tableau qu'en fit Munch est particulièrement saisissant et inquiétant. Le tueur masqué marche vers nous et semble directement nous en vouloir. Alors pour ce tableau, j'ai une petite théorie particulière, c'est que le Meurtrier de Munch pourrait être le vis-à-vis du tableau du Cri. C'est un peu comme un chant contre chant du Bad Trip. Bien joué mec. La prochaine œuvre est sans doute la plus connue de toute la sélection, mais son histoire est moins connue que le tableau lui-même. Cette célébrissime toile est signée Théodore Géricault. À 27 ans, le peintre est prêt à signer son premier chef-d'œuvre. Il va donc s'atteler à la réalisation de ce tableau intitulé « Le radeau de la Méduse ». Il représente 13 hommes, en proie à la folie et au désespoir, qui errent sur un radeau de fortune alors que pointe au loin le navire qui va les secourir. Le premier titre provisoire de ce gigantesque tableau de 5 mètres par 7 fut d'abord « Scène d'un naufrage ». Mais c'est en reliant plus précisément son tableau à un drame précis et réel que le peintre va accéder à une renommée retentissante. Derrière le talent se cache donc une tragédie sordide. Le 2 juillet 1816, la frégate Méduse s'échoue sur un banc de sable au large des côtes de l'actuelle Mauritanie.
147 personnes tentent de survivre à la surface de l'eau sur un radeau de fortune. Seule une quinzaine d'entre eux seront secourus 15 jours plus tard. Les survivants ont enduré la faim, la peur, la folie et même le cannibalisme. En plus d'un drame humain, c'est aussi un scandale d'État, car le capitaine de la frégate, qu'on jugea plus tard incompétent, avait été nommé par une monarchie restaurée depuis peu. Avec un tel sujet, Géricault est sûr de faire parler de lui et de son art. Mais outre le coup de pub qu'il s'offre, le peintre devient obsédé par le tableau et le sujet qu'il représente. Déjà, il adopte un mode de vie monastique. Le silence total doit régner dans l'atelier pour favoriser la concentration. Il va se lancer dans de gigantesques esquisses et autres études préparatoires avant de se lancer dans le tableau final. Il fait également poser des amis peintres, et notamment Eugène Delacroix. Il convaincra même 2 survivants du naufrage de poser pour son tableau. Géricault s'attelle ensuite à construire des modèles réduits du radeau pour être le plus réaliste et le plus fidèle possible. Il ira même jusqu'à se rendre dans des hôpitaux puis des morgues pour pouvoir représenter la teinte exacte de la peau des cadavres et la couleur de leurs yeux vitreux. Évidemment, lorsqu'il est présenté au salon de 1819, le tableau fait scandale et trouve autant de détracteurs que d'ardents défenseurs. Le radeau de la Méduse est considéré comme un des tableaux majeurs du romantisme. Malheureusement, le tableau pose un problème de conservation car il a été réalisé avec une technique au plomb et donc il s'assombrit inéluctablement. L'artiste suivant dont nous allons parler n'est autre que le grand René Magritte, et c'est sur un tableau qu'il a peint l'année de ses 30 ans que nous allons nous arrêter. Les Amants est une huile sur toile de 1928 qui représente un homme et une femme qui s'embrassent sur la bouche, mais dont les têtes sont recouvertes par un drap blanc. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce tableau est le premier d'une série de 4, tous peints la même année et qui portent le même nom. Sur Les Amants numéro 2, on contemple le même couple mais qui cette fois ne s'embrasse plus. Dans le 3e tableau, ils ne sont plus recouverts d'un drap, mais l'homme a la tête qui flotte dans les airs. Enfin, sur Les Amants 4, il embrasse la femme alors que sa tête tient seule dans le vide. Cette figure du drap blanc se retrouve également dans 2 autres œuvres du peintre, L'Histoire centrale et L'Invention de la vie. Les Amants est un tableau étrange et symbolique qui pourrait bien nous parler de l'amour, du caractère parfois aveugle de celui-ci et de l'asphyxie qu'il peut entraîner. Le tableau dégage à la fois une beauté touchante, celle du baiser et des amoureux, tout en nous mettant mal à l'aise par l'étouffement qu'il suscite dans notre esprit. Mais en creusant dans la biographie du peintre, on découvre un drame qui explique la représentation de ce tissu angoissant. Alors que Magritte était adolescent, sa mère se suicida par noyade dans les eaux de la Sambre. Lorsque son corps fut retrouvé, son visage était recouvert d'un linge blanc. Une fois que l'on connaît ce trait biographique de l'artiste, les tableaux qui mettent en scène ce drap revêtent une dimension toute particulière. L'histoire de l'île des morts de Hans Böcklin est à la fois sombre et belle, poétique et métaphysique. Le peintre réalise d'abord pour son propre compte cette île paisible et mystérieuse qui repose au cœur des eaux. Lorsqu'il la peint en 1880, la barque et la figure qui l'amène ne sont pas présentes. Au cours de la même année, une femme du nom de Marie Bernat-Christ lui passe commande d'un tableau qu'elle souhaite propice à la rêverie. Böcklin a alors en tête de reprendre son tableau précédent et d'en effectuer une copie qu'il vendra à la commanditaire. Mais alors que le peintre a presque fini le tableau, Marie Bernat-Christ rencontre un homme, le comte Waldemar von Oriola, qu'elle épouse peu après. Curieusement, la jeune mariée demande au peintre d'ajouter une barque avec un passeur qui vogue vers l'île paisible. Lorsque Böcklin s'enquiert de la raison d'un tel ajout, Marie Bernat-Christ lui révèle qu'elle avait déjà été mariée par le passé, mais que son mari était décédé brusquement. Elle voulait donc, alors qu'elle était sur le point de refaire sa vie, délivrer un dernier hommage à son amour d'antan. En effet, la barque est censée contenir un corps que le passeur emmène vers l'île des morts. Böcklin fut tellement touché par cet ajout et si convaincu qu'il complétait parfaitement le tableau, qu'il ajouta cette barque sur sa précédente toile ainsi que sur les 4 variations qu'il peindra de cette île mystérieuse. L'œuvre qui va suivre est sans doute la plus explicite de la liste et elle nous conte les derniers instants tragiques de David Rizzio. David Rizzio fut le secrétaire de la reine Marie Stuart vers l'an 1564. Fort talentueux et charmeur, Rizzio ne tarde pas à susciter jalousie et soupçon. Très vite, la rumeur court et raconte que Rizzio et la reine entretiennent une relation extra-conjugale. Ambitieux, catholique et étranger, Rizzio et ses charmes sont un affront à la royauté. Très vite, des rebelles vont souhaiter mettre fin à cet état de fait et l'assassinat de Rizzio est échafaudé. L'expédition punitive s'organise et les rebelles investissent le palais.
Les gardes royaux sont vite maîtrisés et le meneur du groupe vengeur, Lord Ruthven, exige que Rizzio leur soit livré. La reine, alors enceinte de 7 mois de son mari Jacques VI, refuse de livrer son ami et confident et s'interpose même entre les protagonistes. Terrorisé, Rizzio se cache derrière la reine Mary Stuart et supplie qu'on l'épargne. Elle-même sera menacée d'une arme. Les cris de terreur de Rizzio et de la reine attirèrent la population d'Édimbourg qui tenta de venir à la rescousse, mais devant la menace du groupe, Mary Stuart est obligée de les congédier. Après une violente lutte, le pauvre Rizzio sera poignardé à 56 reprises avant d'être jeté au bas des escaliers royaux, dépouillé de ses vêtements et bijoux. Dans les 2 heures qui suivirent ce fait divers, la reine ordonna qu'on enterre Rizzio dans la sépulture des rois d'Écosse, ce qui acheva de confirmer les soupçons de l'expédition d'assassins. Un bel exemple de vindicte populaire comme on les aime pas. On va maintenant s'intéresser à un tableau peu connu et de petite taille, mais qui renferme une histoire tragique. Ce tableau d'Henry Wallis semble montrer un jeune homme abandonné aux bras de Morphée, la divinité des rêves prophétiques. Il est étendu, paisible, au milieu d'une chambre de bonne qui semble en désordre. Il s'agit en fait du jeune Thomas Chatterton, poète du XVIIIe siècle. Son histoire est aussi tragique et fulgurante que son talent. Très précoce, Chatterton compose des satires dès l'âge de 11 ans et fit paraître, à 16 ans, plusieurs textes écrits dans un style antique. Il envoya ses vers à certains de ses contemporains célèbres qui lui renvoyèrent sa prose avec dédain, eu égard au très jeune âge de l'auteur. Pour contrecarrer ce problème de jeunesse, Chatterton va écrire ses plus grands textes en faisant croire que ceux-ci ont été écrits par un moine du XVe siècle du nom de Rowley. L'emploi de ce pseudonyme et le recours à une fausse identité vont lui être reprochés au point d'acquérir le sobriquet de mystificateur. Il vient finalement à Londres pour faire fortune, mais une période de misère trop profonde et la mort de son protecteur vont le pousser au suicide. En 1770, après avoir lutté plusieurs jours en vain contre la faim et la tristesse qui le tenaillent, Thomas Chatterton met fin à ses jours avec une dose d'arsenic. Il avait 17 ans et quelques mois. Chatterton est encore aujourd'hui le symbole incarné du génie non reconnu du poète maudit. Le Caravage est de ces peintres aussi géniaux que torturés et il faudrait des heures pour raconter toute la complexité de sa biographie et de son œuvre artistique. Pour autant, nous sommes obligés de voir quelques points de sa biographie pour comprendre le tableau qui va suivre. Au moment où le Caravage peint cette toile, il est au crépuscule de sa vie. Il a de son vivant révolutionné la peinture, la représentation du Christ et les scènes bibliques. Il est l'un des maîtres de la technique du clair-obscur qu'il va même parfois pousser jusqu'au ténébrisme. Un courant pictural prendra même son nom, le caravagisme. Il est très compliqué d'être affirmatif sur la biographie précise du Caravage, tant il fut décrié et adulé à son époque. L'artiste était aussi génial que violent et bagarreur. Il sera plusieurs fois dans sa vie mêlé à des rixes violentes qui aboutiront finalement à son exil hors de Rome, la ville chérie qui a vu naître son succès. En effet, le 28 mai 1606, il tue un noble lors d'un duel de rue, et Caravage doit donc fuir la ville. 3 ans avant sa mort, lorsque le Caravage réalise David avec la tête de Goliath, il cache son autoportrait sur la tête du géant. Plusieurs analystes considèrent qu'il peint cette toile comme une sorte d'appel désespéré en direction du cardinal Borghese afin qu'il intercède auprès du pape pour obtenir la grâce du fugitif. En effet, une condamnation à la décapitation pesait sur son nom, d'où le choix de cette toile. C'est donc le tableau d'un homme qui se représente en démon déchu et terrassé, condamné à un exil solitaire et lointain. On sait que c'est son visage sur la toile, notamment grâce à la présence d'une cicatrice sur le front du monstre, obtenue là encore lors d'une rixe passée. La fin du peintre est mal connue et plusieurs critiques et chercheurs divergent sur l'issue de sa vie. On suppose qu'il est mort lors de son retour vers Rome, et la théorie la plus plausible évoque un décès consécutif à une fièvre maligne, dû soit au paludisme, soit au saturnisme. On ne redécouvrira son œuvre qu'au début du XXe siècle, et beaucoup de ses toiles ont malheureusement disparu. Le Caravage reste un des maîtres éternels de la peinture, et son œuvre est à l'image de sa vie, tourmentée. On savait s'amuser en 1498, et la prochaine œuvre est une gaudriole picturale signée Gérard David. Pour comprendre le tableau et la démarche de ce peintre flamand, il faut remonter un peu dans l'histoire et la légende. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, un certain Sysamnès, juge de son état, se laisse corrompre. Il libère un coupable et accepte de condamner un innocent à sa place. Mais le bruit de sa corruption remonte jusqu'aux oreilles implacables du roi perse Cambyse II, un mec qui faisait passer Vlad Tépès pour un joyeux de rille. Quand Cambyse II entend cela, il condamne le juge véreux à être écorché vif. Je vous laisse imaginer la hardcoreitude totale de la sentence,
Sisamnès allongé sur le dos, soumis à une torture inimaginable. Aussi sadique qu'amateur de déco, Cambis II suggère qu'on tende des bandes de peau pour couvrir un siège en mode cuir prestige. Et comble du raffinement, il ordonne au fils de Sisamnès de siéger à la place de son père, et techniquement sur son père, en tant que juge, pour qu'il se souvienne toujours de ce qu'il advient aux individus corrompus. Sympa. On fait un bond de 2000 ans pour arriver en 1498, année où Gérard David entend parler de cette histoire. Il décide de reprendre la scène en actualisant la représentation. Et pour quelle raison? Eh bien parce que ce tableau était une commande. En effet, le diptyque a été commandé en 1487 par les autorités municipales de Bruges et faisait partie d'une série de panneaux destinés au cabinet du bourgmestre à l'hôtel de ville. Les notables de la ville se servaient donc de ces deux tableaux pour encourager les magistrats à rester honnêtes dans la pratique de leur métier. La classe. L'œuvre qui va nous intéresser pour finir ne parle pas à proprement parler d'un fait historique tragique, mais nous parle de deux sujets hyper cool pour conclure une vidéo, le temps et la mort. Roman Opalka fut un artiste d'origine polonaise qui, à partir de 1965, décida de se lancer dans une œuvre qui durera jusqu'à la fin de ses jours. Intitulée Roman Opalka de 1 à l'infini, cette série de tableaux consistait en un principe aussi fou que simple. Inscrire soigneusement la suite des nombres entiers de notre système numérique sur une succession de toiles. En haut à gauche de son premier tableau, il inscrit donc 1, puis 2, 3, 4, 5, etc. sur fond noir à la peinture blanche et avec un pinceau si fin qu'il faut regarder le tableau de près pour pouvoir distinguer la suite de nombres. Une fois qu'il atteint le nombre 1 million, Opalka décide de faire évoluer son œuvre en ajoutant 1% de blanc au fond du tableau, afin de faire en sorte que les toiles aillent vers le blanc à mesure que son comptage métaphysique avance. L'artiste se prend également en photo entre chaque toile pour montrer le travail du temps sur son propre corps. C'est un travail monomaniaque et jusqu'au boutiste qui tend à démontrer le caractère implacable du temps sur nos vies. Opalka savait donc que son œuvre, et sa vie donc, s'arrêterait dans une fourchette de nombres précis. Le détail 231 fut son dernier tableau, et le dernier chiffre qu'il inscrivit fut 5 569 249. C'est la fin de cette vidéo, je voulais remercier tous ceux qui me suivent jusqu'à présent, et si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité de ce qui va sortir très bientôt. En ce qui concerne les musiques, sachez que je les fais toutes moi-même, donc si vous voulez les écouter, elles sont toutes dans une playlist Soundtracks dans la chaîne. Et enfin, je suis assez actif sur Facebook et Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça me fera plaisir de vous voir. Salut!